Merci à tous là. Le DDX tenait vraiment à ce que ces conférences ingénieurs de demain puissent continuer malgré le confinement. Ça nous fait chaud au cœur et on est très heureux de voir qu'il y a du monde et que ça vous intéresse. Merci à vous, merci à ceux qui sont là. Merci aussi à David qui va donc euh, faire une présentation pour nous aujourd'hui. David, tu me disais au téléphone que tu ne voulais pas, enfin, tu ne voulais pas que je te présente trop longuement, mais je vais le faire quand même très brièvement pour que les gens aient un petit peu de contexte. Tu es X96 Yes. dans le secteur de l'énergie depuis 2003. Donc, tu as travaillé chez Gaz de France, puis chez et depuis 2017, tu travailles chez RTE. RTE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'entreprise en France qui achemine l'électricité des fournisseurs jusqu'aux consommateurs. C'est le réseau de transport d'électricité. Tu es l'un des cinq, tu diriges l'un des 5 programmes de R&D, de recherche et développement de RTE, en particulier le programme lié à la prospective. Voilà, si tu as des choses à rajouter, je te laisse faire. Je vais juste le faire juste après. Je vais juste expliquer pour tous les gens qui participent à la conférence comment ça va se passer. David va nous faire sa présentation et à tout moment de la présentation, vous pouvez poser des questions. À droite de votre écran, vous avez un petit onglet Q&R ou Q&A si vous avez le logiciel en anglais. À l'intérieur, vous avez vous pouvez poser une question et l'envoyer. Donc elle ne va pas, vous n'allez pas la voir s'afficher, mais nous on la reçoit bien. Voilà. Vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Ça nous permet nous, de savoir si ce qu'on est en train de présenter est clair. Auquel cas, on peut revenir immédiatement dessus. Et vous pouvez aussi poser des questions qui qui sont un peu plus générales et sur lesquelles on reviendra à la fin de la conférence. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Et David, je te laisse la main pour que tu nous parles un petit peu plus de la transition énergétique et comment est-ce que elle s'articule avec des enjeux et des transitions qui sont un petit peu plus importantes. Ça marche. Merci Luc. Merci d'abord au DDX, Luc, Alexandrine, Ulysse, pour votre invitation, et Daniel aussi, Daniel Suchet, pour avoir organisé cette conférence malgré le confinement. Je suis content aussi que la vie continue, même si c'est moins facile. Et d'ailleurs, je m'excuse par avance, hein, ça va être la première fois que je fais une conférence aussi longue avec cette interface entre nous. Donc ça va pas être évident, mais on va essayer de faire ça bien quand même. Je suis très content de m'adresser à vous. J'aurais été encore plus content de le faire sur le plateau et de revenir sur le plateau avec la mission de vous parler. Ça m'aurait vraiment bien plu. Mais on va le faire à distance, c'est pas très grave. Donc effectivement, je travaille chez RTE. Donc RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. On n'est pas les seuls à transporter l'électricité, hein, il y a aussi la distribution. Notre mission, c'est les grandes artères de transport et l'équilibrage du système électrique. On va en reparler. Je viens de prononcer le mot système, donc je vais tout de suite le définir. Quand je parle de système, ça signifie le réseau et tout ce qui y est raccordé. Consommation, production, etc. D'accord ? Donc, équilibrage du système électrique, c'est aussi dans la responsabilité d'RTE. Et effectivement, je m'occupe d'un programme de prospective, donc on essaye d'anticiper à long terme l'évolution du mix électrique et plus largement du mix énergétique. Et puis, pour RTE en particulier, les besoins de réseau qui en découlent. Et je suis chargé aussi en ce moment d'un programme stratégique, d'un projet stratégique. On est en train de réactualiser la stratégie de toute la R&D d'RTE. Et je vais en parler un petit peu aussi dans ma présentation tout à l'heure. Luc, il faudra que tu me donnes... pardon, Ulysse, je sais plus, Ulysse, que tu me donnes les droits de présentation, là, parce que je vais présenter mon écran. Alors, l'origine de cette présentation, au départ, c'est quoi? C'est une présentation
Alors, j'ai le micro, il faut que vous coupiez votre micro si vous ne l'utilisez pas. Parfait, voilà. C'est une présentation que j'ai construite au départ parce que, chargé de cette question de prospective à R&D des RTE, quand je me promène un petit peu à l'extérieur, je suis souvent interpellé, on me dit, mais attendez, les énergies renouvelables, qu'est-ce que ça change? Le stockage, est-ce que ça va tout changer? Et en fait, je me suis aperçu petit à petit que c'était très difficile de répondre à cette question sans être clair sur le point de départ. En fait, il faut d'abord commencer par comprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir parler de qu'est-ce que ça change. Et donc, ça m'a obligé à organiser un petit peu quelque chose d'un peu qui se veut pédagogique sur le fonctionnement du système électrique, comment ça fonctionne aujourd'hui, et quelles sont les questions de transition auxquelles on est confronté. Et donc, c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment ça marche, à quoi ça sert, avant d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui change et dans quelle direction ça change. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, vous devriez... C'est bon, ça marche. Nickel, merci pour le feedback. Donc, 3 parties dans ma présentation. On va partir de ce que j'appelle la transition électrique. On intègre les énergies renouvelables dans le système électrique, qu'est-ce que ça change? Ça va être la plus grosse partie de la présentation parce que c'est celle qui permet d'expliquer comment ça marche aujourd'hui. Et j'espère de lever un petit peu le voile sur ce qui paraît évident. Là, j'appuie sur un interrupteur, la lumière s'allume. En fait, il y a quelque chose d'une complexité et moi, je trouve d'une certaine beauté derrière tout ça. Donc, c'est ce que je vais essayer de partager. C'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps. C'est la partie 1. Ensuite, on va faire un petit peu un zoom arrière et se dire, mais finalement, les énergies renouvelables, c'est pas une fin en soi. Ce qui nous drive, c'est la neutralité carbone. Et vous allez voir que quand on se pose cette question de la neutralité carbone, on va être plus sur une question de transition énergétique. Ça doit dépasser l'électricité. On peut plus regarder le système électrique seul. Et puis, on va faire encore un petit zoom arrière et se dire finalement, est-ce que c'est seulement la neutralité carbone qui est le seul enjeu? Et si on fait ça, et si on se pose plus largement la question des enjeux pour une société durable, à quelles questions on est confronté? C'est ce que j'appelle la transition sociétale. Et je vous donnerai un petit aperçu des réflexions qu'on a en interne RTE sur ce sujet. Le tout se veut assez vulgarisé. J'espère que... Enfin, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'électrotechnique. C'est fait pour être simple. Vous allez donc pouvoir poser vos questions au fur et à mesure, là, les écrire. Je compte sur Luc, qui va faire le tri dans tout ce que vous allez lui envoyer, puis essayer de me passer les questions nécessaires à aborder au fil de l'eau, au fil de la présentation. Et puis je compte sur Alexandrine qui essaiera de prendre les questions un petit peu plus d'ouverture et d'élargissement ou qui seront moins locales à la présentation et qu'on abordera à la fin. Voilà, et pour se mettre en route, je propose de commencer par un petit quiz pour titiller un petit peu vos connaissances ou vos méconnaissances dans le domaine de l'électricité, du système électrique. Alors, j'ouvre le sondage. Donc, il y a le micro chez toi, Elise. Si tu pouvais baisser le son chez toi, ce serait pas mal. Oui. Un petit peu. Alors, normalement, le sondage s'affiche. Voilà, ça y est, j'ai des réponses. Donc, voilà. C'est en dessous de questions-réponses. Vous avez un onglet, voilà. Vous pouvez y répondre. Donc, première question. À votre avis, quel est l'ordre de grandeur du record de consommation d'électricité en France? Donc, ça se passe en général en hiver, il y a beaucoup de chauffage, et le soir, en même temps que la cuisine. Si on moyenne son record par Français. De l'ordre de grandeur, c'est quoi? 1000 watts, 10 000 watts, 100 000 watts? J'ai que 3 questions, ne vous inquiétez pas. Ouais, donc, hop. On est à 50% de participation, donc là, les gens, enfin, ça va très vite maintenant. Pas mal. Et la réponse qui se démarque, c'est 10 000 watts. Ok. Alors, en fait, l'ordre de grandeur, c'est 1000 watts. Ça paraît incroyable, hein, 1000 watts, je ne sais pas si vous voyez, hein, vous prenez une bouilloire électrique, c'est au moins 2000. Hein. Donc si on éteint toute la France, que chaque Français met en route une bouilloire électrique, on fait tout péter, mais de loin. De très très loin. Donc là, vous avez déjà
avec ce simple chiffre, on touche du doigt le rôle des grands systèmes électriques, c'est de foisonner en fait. On a un foisonnement énorme des besoins d'électricité de tous, qui fait que le dimensionnement total du système électrique est largement inférieur à ce que serait la somme de dimensionnement individuel. Ulysse, coupe ton micro. Ulysse, coupe ton micro. Oui, pardon. Deuxième question. On va rentrer un petit peu dans comment ça fonctionne. À votre avis, je ne sais pas si on peut déjà l'activer, Ulysse. Ça me permettra de la voir, parce que là, ça y est, je l'ai. Alors, à votre avis, quelle est l'échelle géographique à laquelle on fait l'équilibrage en temps réel du système électrique? Est-ce que ça se passe à un niveau infranational, je ne sais pas, département, région? Est-ce que ça se passe au niveau national ou est-ce que ça se passe à un niveau européen? Donc c'est bon, j'ai ouvert le sondage. On parle de l'équilibrage en temps réel, hein, vraiment dans le temps réel. David, il faut que tu penses à cacher la prochaine question, parce que sinon... Ah, merci. Hop. On restreint le suspense. En même temps, heureusement, je n'ai pas coché les réponses, donc tout va bien. Merci, Daniel. Où est-ce qu'on en est des réponses, Ulysse? Alors, c'est bon, donc là, les gens ont quasiment fini de voter, donc on est à 80% de participation, et majoritairement, les gens choisissent européen, et juste en dessous, infranational. Donc 61 réponses sur 150 pour européen, et 37 pour infranational. Ah, c'est intéressant, on a une distribution bimodale. Tu coupes ton micro, Ulysse, à chaque fois. En fait, c'est bien européen, bravo. Donc l'équilibrage en temps réel se fait bien au niveau européen. En général, les gens, c'est contre-intuitif. Hein. Dans la plupart des endroits où je vais, c'est pas la réponse que j'ai majoritairement. Donc super. Troisième question. Cet équilibrage en temps réel là, au niveau européen. Alors je vais parler de la partie la plus temps réel de l'équilibrage, hein, ce qui se passe dans les secondes qui viennent. Pour faire ça, à votre avis, est-ce qu'on mobilise des automates, des télécoms, de l'informatique? Alors normalement, ça devrait être une question où on peut cocher plusieurs réponses à la fois. Ah, bon, tant pis. Cochez ce qui vous paraît le plus important à cette échelle de temps. On y est presque. Alors. J'attends encore un tout petit peu. C'est l'informatique qui arrive en première position, suivi de près, donc de 10 voix, donc de 10 voix par les automates. Ok. Bon, c'est vache, c'est un peu une grosse question piège. On peut couper ton micro, Ulysse. En fait, ni l'un ni l'autre, aucun des trois. C'est super smart, mais par design. Il n'y a pas de contrôle commande pour résoudre les problèmes qui se posent dans les premières secondes de l'équilibrage. Il n'y a même pas une ligne de code, même pas une télécommunication, rien du tout. Donc voilà, c'était un peu pour vous mettre en appétit. On va rentrer dans tout ça et vous allez comprendre ce qui se passe derrière ces questions-là. Allez, on commence par la première partie. Transition électrique, intégrer les énergies renouvelables au système électrique, qu'est-ce que ça change? Je vais faire en trois sous-parties vues d'ensemble. Après, on va parler un petit peu de flux, de tension, et après d'équilibrage. Pour la vue d'ensemble, je vais aller vite pour pas trop vous embêter avec ces chiffres. Donc, on a le système électrique, c'est quoi? C'est 129 gigawatts de capacité de production, donc c'est bien de la puissance, c'est la puissance maximale électrique si on fait tout fonctionner, tous les moyens de production ensemble en même temps, si on n'a aucun problème de maintenance ou de défaillance. Le record de consommation France, c'est 102 gigawatts, et c'est ce chiffre-là, hein, quand on le divise par 65 millions de Français ou 67, je ne sais plus, on trouve 1500 watts. Donc là, ça vous donne bien
je répète, là on touche du doigt la première raison d'être d'un grand système électrique, c'est le foisonnement. Vous allez pouvoir avoir un dimensionnement total qui est bien inférieur à la somme des dimensionnements que chacun devrait faire s'il avait sa production strictement autonome. Donc 129 gigawatts de capacité de production, 1,5 million de kilomètres de réseau en France. RTE s'occupe de la partie transport, les niveaux de tension que vous voyez à gauche. Et puis Enedis et les autres distributeurs s'occupent de la distribution, donc c'est les niveaux de tension plus bas qu'on a quand on se rapproche de chez vous et quand on arrive finalement sur les sites de consommation résidentielle tertiaire. Et puis en bas, vous avez la consommation. Il y a les plus gros clients électriques en France, donc la grande industrie, là, les 500 sites qui sont écrits à gauche, sont raccordés au réseau de transport, donc directement à RTE, tandis que les autres sont plutôt raccordés au réseau de distribution. Ensuite, ici, vous avez, on n'est plus en puissance, là, on va être en énergie, en bilan énergétique, production-consommation annuelle. Donc là, vous voyez que l'essentiel de la production est nucléaire, hein, 3/4 de la production en France est nucléaire. Donc l'essentiel de la production est injecté, les flèches sont proportionnelles sur ce schéma, est injecté dans le réseau de transport, tandis que côté consommation, évidemment, l'essentiel de l'énergie va être soutiré du côté du réseau de distribution. Donc ça donne une impression d'une architecture descendante. Grosse production centralisée, réseau de transport, on va vers le réseau de distribution et puis on irrigue tous les sites de conso. En fait, évidemment, c'est de moins en moins vrai avec la montée des énergies renouvelables dans le mix. Et en plus, c'est vrai en moyenne, mais si on prenait ce schéma, en fait, au lieu de le prendre en bilan énergétique annuel, si on en faisait des photos, des instantanés à différents moments dans l'année, vous voyez quelque chose de très variable, avec des flux qui remontent de la distribution vers le transport à certains endroits, à certains moments. Bon, j'espère que vous me suivez. C'est assez inhabituel de parler à un écran comme ça. Alors, ça, c'est les ordres de grandeur financiers. En fait, ici, c'est vraiment le coût de revient du système énergétique quand on amortit et qu'on annualise tous les coûts. Donc, vous voyez, 3/4 production, commercialisation, 1/4 transport, distribution, à peu près. Alors, avant de partir dans le fonctionnement du système électrique et de se poser la question, mais qu'est-ce que ça change d'intégrer les énergies renouvelables, je vais passer un tout petit peu de temps en finalement, mais à quoi ça sert tout ça? On en a parlé un petit peu avec le foisonnement. Ici, on va le dire de manière un peu plus complète. La première grande raison, c'est d'accéder à des productions économiques, à une production d'électricité pas chère. Historiquement, on a commencé par quoi? On a commencé à faire du réseau de transport pour aller chercher des gisements hydrauliques dans les Alpes. C'est ça qui a provoqué, enfin qui a motivé de relier, de faire des lignes qui traversent des régions entières. C'est la première raison. Ensuite, évidemment, on a cherché des économies d'échelle. Dans des grandes centrales, nucléaires, gaz, charbon par exemple, on fait des économies d'échelle. Au passage, une intuition de pourquoi on fait des économies d'échelle. Ça va vous paraître extrêmement simplifié, mais je pense que ça ne doit pas être faux quand même. Une centrale, mettons une centrale nucléaire, en gros, ce qui coûte, c'est son enveloppe. En gros, c'est une cuve. Bon, il y a plusieurs cuves imbriquées les unes dans les autres, hein, mais un bâtiment, une cuve, etc., un couvercle, mais c'est la surface qui compte. Alors que la capacité de la centrale dépend surtout de son volume. Donc on voit bien cet effet volume sur surface qui fait qu'on a envie de faire grossir ce volume pour chercher les économies d'échelle. Donc on a du R cube sur le volume et du R carré sur la surface. Alors évidemment, les économies d'échelle, ça va avec l'éloignement entre la production et la consommation. Je ne peux pas mettre une centrale nucléaire dans le centre-ville partout. Et ça va aussi avec des contraintes géographiques. Ces grandes centrales, elles ont besoin de sources froides, fleuves ou océans. Il peut y avoir aussi de la logistique pas évidente sur le combustible, notamment sur les centrales à charbon.
Et dernier volet de la production, d'aller chercher l'économie de la production, c'est ce qu'on appelle le dispatch. Alors le dispatch, c'est quoi en fait? Si vous prenez le système électrique pendant un record de consommation, vous n'avez pas tellement le choix en fait, hein. Toutes les centrales vont être démarrées en même temps, et on va chercher tous les moyens de production. En revanche, le reste du temps, donc la majorité du temps, on n'a pas besoin d'appeler tous les moyens de production. Ça veut dire qu'on a du choix. Et donc on peut choisir de démarrer les centrales les moins chères. Et plus on fait ça sur un grand système, et plus on a du choix, et plus finalement on a un dispatch économique qui apporte des gains dans les coûts d'exploitation du système. Donc ça, c'est les 3 grandes raisons, enfin on va dire, du type accéder à des productions économiques: contraintes géographiques, économie d'échelle, économie du dispatch. À droite, réduire le besoin en capacité flexible pour équilibrer production et consommation. Donc là, je commence à anticiper sur le fonctionnement du système. J'ai besoin d'équilibrer production et consommation. Ça veut dire que j'ai besoin de capacité flexible. J'ai pas seulement besoin de capacité de production, j'ai besoin de capacité flexible. C'est une caractéristique supplémentaire et qui coûte cher. Quand on a dit tout à l'heure que le record de conso France est seulement 1500 watts par Français, on a déjà illustré le foisonnement des aléas de consommation. En fait, il faut rajouter à ça le foisonnement des aléas qu'on a sur la production. Donc, il y a d'abord les maintenances et les défaillances des groupes de production. Le fait d'avoir un grand système me permet que toutes ces maintenances et a fortiori toutes ces défaillances ne se produisent pas en même temps. Ça permet de mutualiser le secours. Si j'ai dans des systèmes autonomes, si chacun a son backup, j'ai un backup il va me falloir un backup pour un moyen de production. Dans un grand système, je vais avoir un backup pour N moyens de production. Donc je fais du 1 pour N au lieu de faire du 1 pour 1. À l'extrême, si je suis tout seul dans ma maison en autarcie, j'ai mon groupe électrogène ou mon système PV batterie. Si je veux vraiment que ça marche, si je veux avoir un relais, même quand ça tombe en panne, pour sauver mon congélateur, etc., j'ai du backup 1 pour 1. Alors que là, je fais du 1 pour N. Donc foisonnement des aléas côté production et des maintenances. Et tout ça, ça nous permet, mais finalement, de réduire la pointe, donc de réduire la capacité maximale qu'il faut construire. Ça nous permet d'avoir aussi une moindre variabilité des consommations et des productions non flexibles, et une meilleure prévisibilité. Et ça, vous allez comprendre dans la suite que ça permet aussi des économies dans le fonctionnement du système électrique. Voilà, ça c'était un petit peu pour une introduction assez générale. Est-ce qu'on a des questions importantes à ce stade, Luc? Oui. Oui, alors on a eu 2 petites questions d'éclaircissement. La première sur les 50 les grandes industries que tu mentionnais. Est-ce que tu pourrais préciser un peu de quelles industries il s'agit? Ouais, c'est par exemple des électrochimistes, des gens qui fabriquent de l'aluminium, des choses comme ça. La SNCF aussi a des raccordements directs en réseau de transport. Ils ont les deux, hein. Ils ont transport et distribution. Ils sont un petit peu à la limite, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça, on va dire. D'accord, merci beaucoup. Et puis il y avait Voilà. une deuxième question sur les flux montants entre le réseau de distribution et le réseau de transport. Oui. Donc le participant demandait si ces flux montants étaient apparus avec le solaire ou si c'était indépendant de cette énergie-là. Je pense qu'il parlait plutôt du photovoltaïque, mais Ces flux montants sont apparus avec le raccordement effectivement des productions renouvelables, éolien et solaire, sur le réseau de distribution. Donc avant ça, c'était strictement descendant. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Et donc pour tous les participants, si jamais votre question n'a pas été mentionnée, c'est que vous pensez bien à la mettre dans panel list quand vous l'adressez. ouais, et puis peut-être qu'on sera obligé de filtrer un petit peu parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de toutes les Voilà. traiter. Vous inquiétez pas. Alors, on va partir dans le fonctionnement du système électrique. On va rentrer un petit peu dans les tripes de la bête. Et pour faire ça, il faut repartir de la définition. Qu'est-ce que le transport d'électricité? En fait, qu'est-ce qu'on transporte? Parfois, j'entends qu'on transporte les électrons. En fait, les électrons, la vitesse de déplacement des électrons dans le cuivre, en courant continu, donc autant dire rien du tout en courant alternatif, c'est 40 cm/h. Donc on voit bien que c'est pas ça, hein. C'est pas ça qui reflète
ce qui se passe quand j'appuie sur l'interrupteur. Donc ce qui se passe, ça se passe bien à 200 000 km par seconde. Il faut bien repartir du fait que c'est bien des ondes électromagnétiques qu'on propage dans des matériaux conducteurs. Donc ma définition du transport d'électricité, c'est la transmission d'énergie par propagation maîtrisée, il faut électrocuter personne, d'ondes électromagnétiques dans des matériaux conducteurs. Et quand on a ça, on a les fondamentaux qui structurent complètement notre métier. D'abord, c'est une onde. Ça veut dire qu'elle ne se stocke pas. Donc je peux stocker de l'eau, c'est difficile de stocker une vague. Ça veut dire qu'on a une contrainte physique qui s'impose, c'est même pas négociable, je veux dire, elle est là, qui est que la somme des puissances injectées dans mon réseau égale la somme des puissances soutirées à tout moment, enfin, qui est à 200 000 km par seconde près, mais voilà, j'ai cette contrainte quasi instantanée qui s'impose en permanence. Donc, il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, arriver à équilibrer les consommations et les productions face à cette contrainte physique. Donc c'est ce qu'on va appeler l'équilibrage. D'autre part, on est dans des matériaux. Donc il y a de l'infrastructure, il y a du métal, il y a des kilos de matière. Ça veut dire qu'on a des capacités physiques qui sont limitées par cette matière. Donc ça veut dire qu'on a des flux qu'il va falloir contrôler pour respecter ces capacités physiques. Donc quand on a ça, on a un petit peu les deux grandes parties de notre métier. Et ces deux grandes dimensions, en fait, sont très intriquées. Et ça, je l'illustre par ce petit schéma très simpliste. C'est un réseau d'électricité dans lequel il y aurait trois nœuds, 3 points d'injection et de soutirage, et puis 2 lignes pour transporter l'électricité. Donc ça vous illustre quoi? Ça illustre que vous retrouvez que la somme des injections et des soutirages, par construction du dessin, elle est parfaitement équilibrée. J'ai pas le droit de faire mon dessin autrement, c'est juste pas possible. Et les flux s'imposent instantanément en fonction de la répartition géographique des injections et des soutirages, par construction. Et donc, en fait, finalement, par rapport à... parfois, on entend surtout les fabricants de matériel smart et tout ça dire qu'il faut équilibrer localement. Non, c'est pas vraiment un objectif. Il n'y a pas une nécessité d'équilibrage local. Les déséquilibres locaux ne posent pas de problème dans la limite des capacités physiques de transport. Donc évidemment, je vais avoir besoin de pilotage local si je me retrouve en butée et si j'ai une ligne qui est saturée. Il va falloir que je contrôle un peu localement les choses. Mais je n'ai pas besoin d'équilibrer strictement les choses localement. C'est même une vertu du réseau de transport, finalement, c'est d'étaler dans l'espace cette contrainte diabolique, injection égale soutirage. Je vais chercher dans l'espace quelque chose que je n'ai pas le droit d'étaler dans le temps, parce que ça ne se stocke pas. Et donc je vais chercher ce foisonnement dans l'espace pour me faciliter l'équilibrage qui autrement est diabolique. Alors évidemment, si je me retrouve avec une ligne qui sature régulièrement, on va se poser une question d'investissement. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans la ligne ou est-ce qu'il vaut mieux investir dans un moyen de flexibilité locale? Là, il y a un arbitrage économique à faire. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, mais je vais continuer plutôt sur le comment ça marche aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a cette photo en tête, là, ce schéma, on va pouvoir distinguer les deux parties du problème, la partie flux, je ne parlerai pas de tension, on n'aura pas le temps, et la partie équilibrage. Il y a certaines choses que je vais passer vite parce qu'on a un temps qui est quand même globalement limité, mais vous aurez les planches. Ça, c'est des rappels sur l'infrastructure de transport. Je saute, sauf ce point-là. Pourquoi, à votre avis, on s'amuse à faire de la haute tension ou de la très haute tension? Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les planches précédentes, on va jusqu'à 400 000 volts. Pourquoi on va jusqu'à 400 000 volts? Simplement parce que, si vous prenez P égale 8, là, vous voyez qu'à puissance transportée égale, si j'augmente la tension, je peux diminuer l'intensité. Et donc, je diminue les pertes par effet Joule. Donc c'est ça qui justifie d'aller chercher les hautes tensions, c'est d'éviter toutes ces pertes d'énergie par effet Joule. Et là, vous sentez en fait qu'il y a un arbitrage entre énergie et matière. On ne peut pas indéfiniment augmenter la tension. Si je cherche à augmenter la tension, je vais avoir des problèmes d'isolation qui vont être plus durs à résoudre. Donc les matériels, les transfos, les pylônes vont être plus larges, les lignes vont devoir être plus hautes. Donc le problème d'isolation devient plus dur et mon économie d'énergie, je vais la payer en
en investissement supplémentaire en matériel, en infrastructure. Donc il y a un dosage à faire entre les deux. Et au passage, j'en profite pour dire, parce que ça on ne le sait pas forcément, vous le voyez sur la photo à gauche, enfin, vous le devinez peut-être, dans les lignes aériennes, comme celle qui est en photo à gauche, on n'a pas d'isolant. Hein. Le conducteur, et à nu, en fait, la ligne, c'est bien un câble métallique. Point. En fait, c'est l'air qui nous sert d'isolant, et donc l'isolation, on l'a fait simplement par les distances, d'où la largeur des pylônes, et d'où la hauteur des pylônes, pour éviter d'électrocuter les gens qui passent en dessous. Voilà, ça c'était quelques mots sur le matériel. Il y a de l'aérien, il y a du souterrain. La photo à droite, c'est la photo d'un câble souterrain. Donc là, évidemment, on retrouve de l'isolation autour du câble, autour du conducteur, pardon. Alors maintenant, ma question de flux. Donc on a dit, les flux s'imposent instantanément dans les liaisons du réseau en fonction de la répartition géographique des injections et des soutirages. Et j'aurais dû ajouter, évidemment, en fonction des impédances qui résultent des caractéristiques des conducteurs et de la topologie du réseau. On peut dire les distances électriques si on veut vulgariser. Par rapport à ça, c'est quoi le travail du dispatcher? Donc le dispatcher, c'est celui qui pilote en temps réel le réseau et le système électrique à RTE. Mais lui, il doit garantir que les flux restent en deçà des capacités physiques des conducteurs. Donc il faut que ces flux ne dépassent pas les capacités. Donc non seulement dans la situation nominale, là tout de suite, mais il faut aussi le garantir à l'avance par rapport à tout incident qui pourrait se produire. Donc sur un incident, par exemple, je perds un groupe de production, ou je perds une ligne, parce qu'il y a, je sais pas, la foudre qui est tombée sur une ligne, du coup elle s'est déconnectée du reste du réseau. Sur chaque incident, les flux vont se répartir instantanément. Je n'aurai pas forcément le temps de réagir à cette répartition des flux, et donc je dois calculer à l'avance, par rapport à chaque incident possible, toutes les situations de réseau après incident, pour vérifier à l'avance qu'elles sont compatibles avec les capacités du réseau. C'est ce qu'on appelle les études de sécurité en N-1. Je fais mon étude de sécurité à l'avance, avant le temps réel, et N-1, ça désigne par rapport aux N composants du réseau. Je regarde qu'est-ce qui se passe si j'avais perdu le composant numéro 1. Qu'est-ce qui se passe si je perds le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. On le fait pour tous les composants, il y en a des milliers, et on vérifie qu'à chaque fois, les situations de report de flux sont compatibles. C'est ça le job du dispatcher, point de vue flux. Et maintenant qu'on sait ça, on peut se poser la question, mais les énergies renouvelables, donc les ENR, qu'est-ce que ça change? Fondamentalement, rien. Simplement, ça va changer la variabilité et l'incertitude qu'on a sur ces flux. Ça veut dire que le dispatcher, alors illustration, ici vous avez une ligne qui alimente une partie de la Picardie. Vous voyez un flux à peu près toujours négatif. Là, la convention, c'est que c'est une consommation qu'on a au bout de cette ligne. Ça, c'est le flux en 2012. Là, vous voyez le flux en 2017, après l'installation massive d'éoliennes dans ce coin-là. Donc voilà ce que changent les énergies renouvelables. Fondamentalement, le problème est le même, mais c'est un peu plus rock'n'roll, quoi. Donc ça veut dire que mon dispatcher, au lieu de faire quelques calculs, un le matin, un le midi, un le soir, par rapport à des profils qui sont très périodiques, très saisonniers, très reproductibles, maintenant il fait face à des aléas beaucoup plus importants. Et donc nous, ça nous oblige à avoir des méthodes de calcul beaucoup plus intensives et qui soient dans un monde beaucoup plus probabiliste que le monde d'avant. Quelques mots sur les leviers dont dispose le dispatcher finalement pour répartir ces flux. Comment il fait quand il a un problème, en fait? Trois grands leviers. D'abord, le premier, c'est de se demander est-ce qu'on a vraiment un problème. En développant les moyens de mesure, on peut s'approcher au plus près des limites physiques. Donc là, concrètement, c'est ici, par exemple, sur un conducteur, on met en place un capteur de température. Et donc, au lieu de se dire, OK, cette ligne-là, c'est tel type de conducteur, je sors mon bouquin, je vois qu'on me dit en hiver, c'est tant d'ampères, en été, c'est tant d'ampères. Et au lieu de fonctionner sur des limites normatives, si je peux faire une mesure, je fonctionne sur des limites réelles.
Et là, ça peut être super intéressant parce que si vous reprenez l'exemple de la Picardie, j'ai des flux hyper importants sur ma ligne à cause des éoliennes quand il y a du vent. Quand il y a du vent, ma ligne elle est bien refroidie, donc finalement, c'est peut-être pas un problème. Donc donc développer ce qu'on appelle le monitoring. On fait de plus en plus de monitoring du réseau. On peut modifier les distances électriques. Le réseau n'est pas statique. Le dispatcher peut jouer sur la topologie. Donc là, c'est un réseau. Je peux ouvrir une ligne. C'est pas intuitif, mais parfois on fait passer plus d'électricité en ouvrant une ligne. C'est pas linéaire ces choses-là. On peut, sur un poste d'interconnexion entre lignes, donc c'est ces endroits où vous voyez plein de lignes arriver avec tous les isolateurs en verre là, qui descendent vers le sol et tout, je ne sais pas si vous voyez. Je peux passer d'une étoile à 4 branches, par exemple, ici sur ce graphique, à 2 étoiles à 2 branches. Et on peut même jouer un tout petit peu sur les impédances. Ce que j'ai schématisé courageusement par cette petite vague. Et ça, c'est des moyens de régler les flux. C'est des moyens qui sont relativement peu chers, en fait. Changer la topologie, c'est manœuvrer des gros interrupteurs, c'est simple. Si ça ne suffit pas, et si j'ai quand même des problèmes avec les flux qui transitent sur mon réseau, le dernier levier, j'ai pas le choix, il va bien falloir changer la répartition géographique des injections et des soutirages. Donc là, concrètement, on va dire une centrale qui avait optimisé son plan de production sur un programme économique qu'elle est bien. Notre dispatch allait chercher les centrales les moins chères. On va dire non, on va être obligé de baisser celle-là, et puis à la place d'en démarrer une autre plus loin qui est peut-être plus chère, mais dont les flux ne me posent pas de problème. Ça, c'est un exemple que je vais sauter. Et la gestion de la tension, je vais le sauter aussi parce qu'on n'a pas assez de temps pour ça. Mais en 2 mots, retenez que c'est pas linéaire et que pour le coup, c'est un exemple, c'est un domaine métier où les mathématiques sont incontournables. La modélisation permet de... Enfin, l'intuition suffit largement pas. Avant qu'on passe à l'équilibrage, est-ce qu'on a collecté quelques questions, Luc? Oui, alors il y a eu plusieurs questions, mais je pense que tu vas être amené à y répondre dans cette partie-là, donc pour l'instant, je vais les laisser en suspens. Il y a une question sur le dispatcher. Tu disais qu'il mettait en route en priorité les centrales les moins polluantes, et le participant demande les moins chères, pardon, et le participant demande justement si le dispatcher pourrait avoir ce rôle de mettre en route prioritairement des centrales moins polluantes et non pas les moins chères. Non, c'est pas lui qui fait ça, mais on va le voir juste après. Alors c'est parti, on va partir sur l'équilibrage. Donc on part du point de départ, hein, vous vous rappelez, une onde électromagnétique, je ne sais pas la stocker, enfin si peut-être dans des boucles supraconductrices, mais pas dans nos affaires là concrètes, enfin opérationnelles. Et donc il va bien falloir équilibrer production et consommation. Ici, pour entrer en matière, je vous propose de regarder 2 semaines de production et de consommation en France. Vous les trouvez sur Ecodomix, une application, il y a un site internet, c'est des données publiées par RTE, c'est facile à trouver. J'ai pris 2 semaines un peu représentatives, une en juin, une en janvier. Alors déjà, vous remarquez les échelles qui sont différentes. Celle de juin, on est 45 gigawatts, là, 44. Celle de janvier, ça monte à 62 gigawatts, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Ensuite, vous pouvez remarquer les productions renouvelables. Donc tout en bas du graphique, vous avez le bleu turquoise. Ça, c'est l'éolien. Et il se trouve que ces 2 semaines sont représentatives, en fait. J'ai eu de la chance, parce que l'éolien est assez aléatoire, donc j'aurais pu tirer des semaines qui ne seraient pas représentatives, mais que celles-ci le sont. Donc elles sont représentatives. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'à droite, en hiver, on a plus de vent qu'en juin à gauche. Et ça, statistiquement, c'est à peu près ça. Au-dessus de l'éolien, vous voyez les petites bosses solaires, une bosse par jour, bien lisse, bien prévisible, en tout cas quand c'est agrégé comme ça au niveau national. Évidemment, avec plus de soleil en juin qu'en hiver. Ce qu'on peut remarquer aussi sur ce graphique, pour commencer à jouer un petit peu avec l'équilibrage, c'est le nucléaire. Donc c'est toute cette bande jaune qui fait l'essentiel de la production française. Vous pouvez remarquer sur la période de juin
Donc le graphique commence au lundi, donc vous avez les 5 jours ouvrés, et puis à la fin, vous avez samedi, dimanche. Vous voyez que sur les 5 jours ouvrés, la bosse solaire, elle est relativement répétée au niveau de la courbe nucléaire, là, cet empilement. Ça montre qu'en fait, le nucléaire n'a pas tellement réagi au solaire. On était content voir arriver du solaire, ça correspondait quelque part à un besoin. Par contre, c'est pas ce qui s'est passé le samedi et le dimanche. Vous voyez que cette bosse solaire, elle est complètement absorbée par le nucléaire. Ça veut dire qu'on a fait de la modulation nucléaire à la baisse, parce qu'on avait plutôt une situation avec beaucoup de production à ce moment-là par rapport aux besoins, en fait. Donc là, vous voyez déjà une première dimension de flexibilité du nucléaire, c'est sa capacité à monter et descendre, par exemple, pour ne serait-ce qu'une partie de la journée. Sur ce graphique aussi, vous remarquez, à droite, on a tout cet empilement rouge en haut, c'est du gaz, qu'on n'a pas évidemment en juin parce que on a moins de consommation et donc on se contente des centrales les moins chères et le gaz en exploitation est plus cher que le nucléaire. Et puis vous avez aussi qu'est-ce qu'on peut voir? En négatif sur les graphiques, là, vous voyez du gris foncé, et du bleu foncé aussi. Il y a même du gris foncé en positif sur le graphique de droite, tout en haut. En fait, ça, c'est les imports-exports. Donc là, ça, c'est hyper important. En fait, ce que vous voyez là, c'est le périmètre européen. Donc vous le savez, parce que vous avez bien répondu au quiz tout à l'heure, l'équilibrage se fait au périmètre européen. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas avoir ici un empilement parfait production-consommation. Ce qu'on peut dire là-dessus en même temps, on a beaucoup d'exportations là tout le long de la semaine en juin, qui sont en négatif en bas. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que le coût marginal de production des centrales nucléaires est inférieur au coût des productions gaz, charbon qu'on peut avoir dans le reste de l'Europe. Et donc, on a tendance à exporter notre électricité. Nos voisins sont contents de l'acheter à ce moment-là, ça leur évite de démarrer des centrales plus chères. Alors qu'en hiver, vous voyez, c'est beaucoup plus, c'est différent, hein. On exporte beaucoup moins. Il y a même des moments où on importe. Évidemment, dans les situations où en France, on a déjà mobilisé tout le parc nucléaire, on est en train d'aller chercher du gaz. Nos voisins aussi sont en train de faire tourner des centrales à gaz. Et là, du coup, les situations d'import-export sont beaucoup plus, les flux sont beaucoup moins constants. Ça va aller dans un sens à un moment donné, dans un sens dans l'autre, en fonction des petites différences de prix qui sont beaucoup moins nettes que dans la situation qu'on peut avoir dans cet exemple en juin. Bon voilà, là, il n'y a rien de... C'est des anecdotes sur 2 semaines particulières, mais c'est juste pour sentir un petit peu les choses. Maintenant, si on essaye de commencer à poser le problème de l'équilibrage entre consommation et production, donc il faut faire un petit peu le tri. On a des consommations, on a des productions, on a des objets qui sont flexibles et des objets qui sont non flexibles. Donc d'abord, le non flexible, donc c'est l'essentiel des consommations, c'est toutes celles qui ne sont pas vraiment pilotées par des signaux du système électrique. Ça, c'est un peu une tautologie. Et côté production, ça va être l'hydraulique au fil de l'eau. Donc dans les fleuves, typiquement le long du Rhône, il y a pas mal de centrales comme ça. Puis ça va être l'essentiel de l'éolien et du solaire. Tout ça, ce sont des soutirages et des injections non flexibles. Donc, je les subis, j'essaie de les prévoir, et en face, il va falloir que j'ajuste, que je mette, que j'utilise les leviers que j'ai sur le reste de la production, le reste de consommation, pour que le total tombe juste. Et si possible, me coûte le moins cher possible. Donc qu'est-ce qu'on a de flexible? On a, côté consommation, le pompage hydraulique. Donc ça, c'est dans les réservoirs hydrauliques de montagne, qui évidemment peuvent turbiner pour produire. Certains peuvent pomper, remonter de l'eau dans le barrage pour refaire des réserves pour plus tard. Donc j'ai le pompage, j'ai l'eau chaude, tout ce qui est chauffage d'eau pour les usages sanitaires, quand c'est piloté en heure pleine, heure creuse, c'est bien une consommation qui réagit à un signal du système électrique. C'est du chauffage de ballons d'eau chaude qui est déplacé la nuit au lieu d'avoir lieu le jour. C'est hyper important pour nous. Il y a les effacements, donc ça, c'est les industriels qui acceptent de déplacer certains moments de production. Va y avoir l'électrolyse, le power to gas qui va se développer. Va y avoir la charge des véhicules électriques, pourvu qu'elle soit pilotée, par exemple heure pleine, heure creuse, des choses comme ça. C'est déjà une flexibilité très importante pour nous. Et puis, il y a aussi les batteries stationnaires qui sont possibles. Côté production,
Le turbinage hydraulique, évidemment, est flexible, c'est même très flexible. Le nucléaire est flexible, on l'a vu pour la modulation jour ouvré, week-end. Toutes les centrales gaz, charbon, biomasse, fuel sont flexibles. Côté éolien solaire, quand même, on peut les écrêter, c'est-à-dire on peut les arrêter. Donc ça, c'est une flexibilité qui est importante quand même. On peut avoir, si on fait du véhicule to green, des véhicules électriques qui injectent dans le réseau. Ça serait une décharge pilotée. Et on peut avoir à nouveau des batteries stationnaires. Voilà, donc là, on voit un peu les instruments qui vont me permettre d'équilibrer. Mais quand même, on a parlé tout à l'heure de cette contrainte somme des injections égale somme des soutirages à tout moment, enfin à 200 000 km par seconde près. C'est quasi instantané. On imagine bien qu'on ne pilote pas une centrale nucléaire à cette vitesse-là. Une turbine électrique, une turbine hydraulique, même si c'est rapide, ça ne peut pas être aussi rapide. Donc il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux que je vous ai caché. En fait, je vous ai caché une source de flexibilité essentielle, qui est celle apportée par les alternateurs des machines de production tournantes qu'on a dans nos grandes centrales. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on arrive au cœur du cœur. Les déséquilibres production-consommation. Inévitable, hein, malgré tous les efforts que je vais faire, j'aurai forcément des déséquilibres production-consommation. En fait, ces déséquilibres sont spontanément stockés ou déstockés par les alternateurs, ce qui va faire varier la fréquence du réseau. Alors c'est ce qu'illustre le schéma, là, c'est un schéma, on va dire, en puissance. Vous avez à gauche, mettons que ce soit une centrale à gaz, à gauche, vous avez une combustion de gaz qui va amener une puissance mécanique sur la turbine. Ce couple mécanique, il va entraîner l'alternateur. Imaginons qu'au même moment, mon soutirage en puissance sur mon réseau, donc la consommation, les pertes que j'ai dans le réseau, soit inférieur à cette puissance mécanique. Je ne vais pas pouvoir injecter plus électriquement dans mon réseau que ce qui est soutiré dans mon réseau. C'est impossible physiquement. Mais il se trouve que l'alternateur, il est d'accord avec ça, hein, ce n'est pas un problème pour lui. Il a une propriété électromécanique qui fait que cet excès de puissance mécanique va simplement le faire accélérer. La puissance qui ne peut pas être injectée vient alimenter un stock d'énergie cinétique et d'énergie électromagnétique aussi. Donc pendant une phase comme ça, où j'ai trop de production, mes alternateurs accélèrent. Donc admettons qu'on est démarré à 50 Hz, on va se retrouver à 50,01, 50,02. Et tant que je suis dans cette situation-là, j'accélère. C'est symétrique. Donc ça veut dire que quand j'ai un soutirage sur mon réseau qui est supérieur à la puissance mécanique qui vient des productions primaires, l'alternateur il va ralentir et convertir de l'énergie cinétique en puissance électrique. Donc là, on a un objet fantastique. C'est un stockage qui me permet d'absorber en temps réel les déséquilibres production-consommation spontanément. Il n'y a pas un automate. Il n'y a pas de contrôle commande. Il y a encore moins de télécom et encore moins d'informatique. Il n'y a pas une ligne de code. Donc c'est super smart, ce stockage rapide là, mais c'est smart par design, c'est pas smart de manière active. Alors vous me direz, c'est pas magique, il y a bien des limites. Effectivement, je ne vais pas pouvoir faire tourner mes alternateurs à n'importe quelle vitesse. Donc j'ai une plage de vitesse autorisée. Ça veut dire que j'ai une plage de fréquence autorisée. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Ça veut dire deux choses, ça. Ça veut dire d'abord, à l'avance, on va quand même essayer d'équilibrer production-consommation pour éviter de se mettre dans des situations ingérables. Donc on va réduire au maximum les écarts production-consommation sur la base de prévision. C'est l'équilibrage prévisionnel. Après, j'arrive dans le temps réel, il y a des écarts. Il y a des écarts, c'est inévitable, et je vais devoir gérer ces écarts. Et là, c'est fantastique en fait. Pour gérer ces écarts, en fait, je dispose d'une mesure évidente. J'ai simplement à mesurer la fréquence. La fréquence me donne le niveau du stock. Mon stock, il est centré sur 50 Hz. J'ai une petite plage de variation possible de vitesse autour de 50 Hz. Mais je mesure en permanence le niveau du stock. Et donc, je sais où j'en suis de mon stockage, et je sais si je me rapproche ou pas de ma limite, mettons 50,2 ou 49,8, et je peux réagir. Et donc, je peux, par exemple, si je vois que je m'approche de ma limite haute,
là, je prends la limite basse. Je vois que je m'approche de ma limite basse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai envie de réaccélérer un petit peu les machines. Bon, bah, c'est simple. Il suffit de commander les productions primaires, d'ouvrir des vannes de gaz dans ma centrale à gaz pour avoir plus de pression sur ma turbine. Et donc, finalement, c'est là que le premier niveau d'automatisme et de contrôle commande intervient. Je mesure la fréquence et je réagis pour piloter les vannes d'admission de gaz en amont de ma turbine. Et j'ai le temps de faire ça. J'ai pas besoin de le faire face à un jeu qui se joue à 200 000 km par seconde. J'ai le temps de le faire parce que j'ai toute cette plage de fréquences, ce stock tampon que m'offrent les alternateurs qui me donne le temps de réagir. Voilà, donc là on a un stock utilisé en permanence, tout le temps, spontanément, de manière passive, qui me donne le temps d'agir et de faire mon réglage de fréquence de manière active. Maintenant que vous savez ça, vous avez, on va pouvoir passer aux fondamentaux. Enfin, on va pouvoir passer vraiment à la vision complète, simplifiée, mais de l'équilibrage du système électrique. C'est un truc qui se fait en 4 couches. Je simplifie volontairement. Hein. 4 couches qui sont empilées les unes sur les autres. C'est-à-dire que si vous retirez la couche du dessous, tout s'écroule. Toutes celles qui sont au-dessus s'écroulent. D'accord? Donc en partant du haut, l'équilibrage prévisionnel. Donc là, je cherche à l'avance, on a dit, à éviter les écarts. Il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc ça, typiquement, quand on fait ça, on parle en heures. On parle de combien d'énergie on a besoin sur une heure. On parle d'achat-vente d'électricité sur une heure ou une demi-heure. Et typiquement, ça, cet équilibrage prévisionnel, il va être fait par les marchés de l'énergie. Les marchés permettent aux différents producteurs d'électricité, aux différents commercialisateurs d'électricité, à l'offre et à la demande de se rencontrer et de faire cet équilibrage prévisionnel sur la base de prévision. Donc c'est pas le dispatcher d'RTE qui le fait, ce sont les producteurs et les commercialisateurs. Il en résulte des capacités programmées, c'est-à-dire on a des plans de production, on sait, ok, je vois à peu près, le producteur a vendu tant d'énergie, il sait combien de centrales il va devoir démarrer et quel est leur profil de production pendant la journée. C'est ça les programmes, il a les programmes de marge de ces centrales. Mais on a vu, la prévision n'est pas parfaite, on va avoir des écarts aux prévisions, on fait du réglage de fréquence pour compenser les écarts aux prévisions. Donc ceux qui simulent le réglage de fréquence, ils vont parler cette fois-ci en secondes, en minutes. On est dans ces échelles de temps-là. Pour faire ce réglage de fréquence, il faut que j'ai réservé des flexibilités utilisables en temps réel en fonction de la fréquence. Si ma fréquence est trop haute, il faut pouvoir, j'ai des productions que je dois pouvoir baisser. Si ma fréquence est trop basse, j'ai des productions que je dois pouvoir augmenter. Ça veut dire qu'il faut que certaines centrales, par exemple, elles ne soient pas à 100%. Il faut qu'elles soient à 90 pour, par exemple, pour pouvoir faire plus ou moins 10%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des capacités qui ne sont pas programmées, mais des capacités qui sont réservées. Typiquement, par les TSO, c'est les RTE, c'est RTE et ses homologues européens. Ce réglage de fréquence fonctionne parce qu'on a une certaine inertie de la fréquence. Quand j'ai un déséquilibre production-consommation, je n'ai pas une accélération ou une décélération de la fréquence trop rapide. Sinon, je n'aurais pas le temps de réagir. Cette inertie, et là, quand on la simule, on la compte en secondes, cette inertie, elle est là par construction aujourd'hui. C'est grâce au fait que ces alternateurs ont des masses, ces turbines et ces alternateurs ont des masses importantes, ils apportent une inertie mécanique dans mon système par construction. Elle est là. J'ai pas besoin de la programmer, de la réserver ou faire quoi que ce soit. Et pour info, si là tout de suite on coupait d'un seul coup toutes les productions primaires de toute l'électricité dans toute l'Europe, l'inertie est d'environ 10-12 secondes. Ça va faire pendant 12 secondes avant de s'arrêter. Ok ? C'est ça le truc avec lequel on joue. Dernier étage dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est absolument fantastique, je trouve, c'est le synchronisme. Le synchronisme, c'est quoi? Quand vous mettez deux alternateurs à deux bouts d'une ligne électrique, il y a un couple synchrone qui va s'établir entre ces alternateurs. C'est-à-dire que si on en fait démarrer un, et puis que le deuxième, on le met en route
avec un angle à peu près, avec une fréquence et un angle à peu près compatible avec le premier, un couple synchrone va s'établir et va les tenir ensemble. Et donc, vous avez en fait, je ne sais pas si vous voyez mes mains, vous avez les centrales, les alternateurs de toutes les centrales d'Europe, couplés par le réseau qui tournent ensemble. Ça veut dire que s'il y en a une qui ralentit, elle fait ralentir les autres. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si par exemple au Portugal, là tout de suite, j'ai une centrale hydraulique qui se déconnecte d'un seul coup parce qu'il y a un défaut dans son installation électrique, les centrales qui sont autour de cette centrale hydraulique, tout de suite elles vont commencer à ralentir à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Elles ralentissent, mais elles entraînent les autres. Elles entraînent les autres très très vite jusqu'aux centrales en Pologne. Et donc vous avez toute l'Europe qui se met à ralentir pour injecter tout de suite l'électricité, la puissance électrique nécessaire pour compenser la perte de cette centrale au Portugal. Et ça se fait sans télécom. Uniquement par la propagation des signaux électriques, tension, intensité, fréquence. Ça se fait de manière complètement passive, d'accord, dans les premiers instants. Donc le synchronisme permet de mutualiser toute cette inertie et tout ce réglage de fréquence au niveau européen. Donc d'abord, tout le monde ralentit, et puis une partie des centrales connectées en Europe, une partie seulement de ces centrales, va faire du réglage, parce qu'on va voir quand même que la fréquence a diminué, la fréquence de toute l'Europe baisse, il va falloir faire du réglage de fréquence pour remonter la fréquence, et donc une partie du parc va se mettre à régler à la hausse pour revenir vers 50 Hz. Donc voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui, tout le temps, en permanence, face aux perturbations inévitables des productions et des consommations. Donc vous allumez votre aspirateur, derrière il y a ça qui se passe. Voilà, donc là on a les 4 couches superposées qui sont toutes indispensables, et on va se poser la question, pour chaque couche, les énergies renouvelables, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est un petit changement, on s'adapte, ou est-ce que c'est un changement fondamental? Est-ce que ça vient révolutionner quelque chose, en fait, dans notre manière de travailler? Avant de passer à ça, est-ce qu'on a une ou deux questions rapidement, parce que je m'aperçois que je suis un peu juste sur l'horaire. Alors, on n'a pas une ou deux questions, on en a des dizaines. Alors, je vais sélectionner celles qui reviennent le plus souvent. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour du nucléaire et de comment on peut le moduler. Alors, comment ça marche? Est-ce qu'on peut faire rapidement? Est-ce qu'il n'y a pas des risques à trop moduler la production nucléaire? Ça ne créerait pas des contraintes dans ces centrales? Ok, on la module dans les limites techniques qui sont supportées par les centrales. Je veux dire, c'est évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. On va reparler un petit peu après de à quoi sert la modulation nucléaire. Plus précisément, ouais. D'accord. Et puis il y a aussi beaucoup de questions qui tournent autour de la variation de la fréquence de l'onde électromagnétique. Est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir des conséquences sur le côté consommation des équipements électriques, si tous les équipements sont capables de supporter cette variation de fréquence Si, bien sûr. En fait, les plages de fréquences qui sont permises par les alternateurs, elles sont normalisées et elles sont du coup connues par les fabricants de matériel électrique qui font les appareils de consommation d'électricité, et ils les fabriquent pour être dans ces plages-là. Ils comptent sur le fait qu'on ne sortira pas de ces plages-là pour dimensionner leur matériel. Voilà. D'accord, merci. Alors je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions, sinon Okay. si on traitait tous, on en aurait pour plusieurs heures. C'est parfait. On commence par la couche du haut. L'équilibrage prévisionnel. Plus d'énergie renouvelable, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est assez évident là. Ça veut dire plus de variabilité. Donc ça veut dire une augmentation des besoins de flexibilité. Il va falloir plus de moyens flexibles. Alors, ce qui est intéressant derrière nous, c'est qu'on fait du traitement du signal et qu'on peut décomposer le signal non flexible, c'est-à-dire la consommation plus l'éolien et le solaire. Ce signal, qui est le signal face auquel on doit s'équilibrer, on peut décomposer ces composantes entre annuel, hebdo, journalier. Ça correspond à l'intuition métier, mais en fait, c'est vérifié par le contenu du signal. C'est-à-dire que si vous faites une transformée de Fourier de ces courbes, vous allez voir qu'elles sont extrêmement plates et piquées. C'est-à-dire que c'est vraiment les échelles de temps annuelles, hebdo, journalier, avec quelques harmoniques
qui explique complètement les fréquences qu'on observe. On va dire que c'est la pénétration de l'éolien qui a un effet majoritaire sur les besoins de flexibilité aux horizons de temps annuels et hebdomadaires. Et c'est le solaire qui aura un effet majoritaire sur les besoins de flexibilité au niveau journalier. Je ne vais pas trop détailler ces courbes à droite, on n'a pas beaucoup le temps, mais en gros, ce que vous voyez à droite, c'est ce signal décomposé, et il est rempli par les moyens de production qui répondent. Donc si je prends le premier graphique, on commence en été, on commence en milieu de l'hiver, on va ensuite en été, et ensuite on refait la moitié de l'hiver qui reste. Ce graphique illustre que, en jaune, le nucléaire est notre pourvoyeur de flexibilité annuelle principale. Vous voyez que le nucléaire produit plus que sa moyenne, beaucoup plus que sa moyenne en été, produit beaucoup moins que sa moyenne en hiver, c'est ce qu'illustre ce graphique. C'est lui qui remplit l'essentiel de cette surface-là, d'énergie qu'on a dû déplacer de l'été à l'hiver. Et en fait, comment il fait ça, le nucléaire? Simplement par le placement des maintenances. Les arrêts et les maintenances nucléaires sont programmés en été plutôt qu'en hiver, et c'est notre première c'est notre premier levier de flexibilité pour passer les alternances saisonnières. Donc voilà, le nucléaire est très utile pour ça. Il est aussi utile pour l'hebdomadaire. Donc vous voyez qu'on retrouve pas mal de jaune sur ce graphique d'une semaine en dessous. C'est l'illustration de ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure, quand j'ai dit que on faisait moins... Ah non, c'est 5 semaines, pardon. Ce graphique, c'est 5 semaines. Vous voyez 5 alternances jour ouvré week-end, avec à chaque fois un creux le week-end. Et là, on a une modulation à la baisse du nucléaire le week-end. Et puis sur le journalier, pouf, le nucléaire disparaît, il ne sert pas tellement au journalier. Par contre, apparaît en bleu turquoise, DSM, c'est Demand Side Management. En fait, ici, c'est le pilotage heure pleine, heure creuse des ballons d'eau chaude. Les ballons d'eau chaude sont notre première source de flexibilité quotidienne. Voilà. Donc ça, il faut quantifier ça. L'augmentation des besoins de flexibilité face à l'augmentation de la variabilité. Et les leviers pour gérer ça, c'est les leviers habituels. Les leviers du côté production, côté flexibilité de la demande, et côté aussi nouveaux moyens de stockage comme les batteries stationnaires ou les véhicules électriques. Je rajoute un levier auquel on ne pense pas, le réseau a un rôle là-dedans. Alors je passe vite, mais sur ce graphique, c'est un graphique qui quantifie, avec certains indicateurs, des besoins de flexibilité journaliers, hebdo, annuels par pays. Et à droite, on a sommé les pays européens de deux manières. Soit en faisant l'hypothèse qu'ils avaient une interconnexion parfaite, soit en faisant l'hypothèse qu'ils étaient tous séparés. Et vous voyez que la somme des besoins de flexibilité séparés est supérieure environ de 30%, allez, à la somme des besoins de flexibilité si tous les pays étaient parfaitement interconnectés entre eux. Donc en fait, ici, on voit l'effet du foisonnement, c'est-à-dire que le réseau permet de foisonner une partie de cette variabilité. Il y a des variabilités à la hausse, à la baisse qui se compensent et qui réduisent à la source finalement le besoin de piloter de la demande ou de la production. Un dernier commentaire sur cette planche. Si on allait vers un système avec énormément d'énergie renouvelable, on aurait un problème. À l'heure d'aujourd'hui, on manquerait de levier de flexibilité annuel. Vous voyez que sur la flexibilité annuelle, on compte beaucoup sur la modulation du parc nucléaire. On n'a pas vraiment d'équivalent non carboné aujourd'hui. Alors, il faut aller très haut dans les taux de pénétration des ENR. Dans les simulations qu'on a déjà faites en horizon 2035, dans des scénarios où on va jusqu'à 70% d'énergie renouvelable en bilan annuel, 70% d'énergie renouvelable en bilan annuel, on n'a pas encore de problème. Donc les problèmes se posent si vraiment on va très très loin. Voilà, ça c'est pour l'équilibrage prévisionnel. Je vais faire les 4 étages. Réglage de fréquence. Alors, réglage de fréquence, c'est pas tellement la variabilité qui me pose problème si j'augmente les ENR, ça va plutôt être l'imprévisibilité. Parce que le réglage de fréquence, c'est bien une histoire d'erreur de prévision. Donc la question, c'est est-ce que je sais bien prévoir ou pas? Donc si les ENR, quand même, vont augmenter l'imprévisibilité. Donc ça tend à augmenter le besoin de réserve. Alors il y a un effet dans le sens inverse, qui est que le dimensionnement de la réserve est calé aujourd'hui dans une logique d'incident dimensionnant. Quelle est la taille des deux plus grosses tranches
de production que je suis susceptible de perdre aujourd'hui sur le réseau européen, c'est ça qui dimensionne mon système. Donc si on va vers un mix dans lequel il y en a plein de petits moyens de production plutôt que quelques gros, la taille de l'incident dimensionnant diminue, donc ça fait baisser le besoin de réserve. Ça veut dire qu'en fait, va falloir recalculer tout ça en fonction de l'évolution du mix. Et les leviers face à ça sont les mêmes. Il n'y a pas de changement fondamental, c'est juste une quantification du besoin de réserve qui change. Donc voilà, les leviers habituels. Un levier auquel on ne pense pas et que je signale encore, à nouveau le réseau. Ça c'est intéressant, ce que vous voyez à droite, en couleur, c'est les 4 zones synchrones européennes. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, toutes les centrales tournent ensemble. En fait, ça marche par grande zone. Donc en fait, le Portugal est bien relié à la Pologne, dans cette zone UCTE. Les Scandinaves sont à part, la Grande-Bretagne et l'Irlande sont à part. Le pourcentage que vous voyez, c'est la fraction du parc de production d'électricité qui doit être réservée pour le réglage de fréquence. Je ne peux pas m'en servir pour prévoir de vendre de l'énergie. Je suis obligé de la réserver pour avoir cette bande de flexibilité pour le réglage de fréquence primaire, parce qu'on a plusieurs. Vous voyez que sur la zone UCTE, donc dans un grand système électrique, on réserve seulement 0,5% de la capacité pour le réglage. En Irlande, ils sont à 6%. Donc là, ça illustre quoi? Plus mon système est grand, à nouveau, plus je foisonne. Ici, je foisonne les erreurs de prévision. Je foisonne les erreurs, et du coup, ça me permet de dimensionner mes réserves de manière beaucoup plus économique. Un arbitrage encore entre investir dans du réseau ou investir dans de la réserve. On va passer à la couche du dessous, l'inertie. Donc, je ne suis pas content si ma fréquence bouge trop vite. Qu'est-ce qui se passe quand on intègre des énergies renouvelables dans le système électrique? Eh bien, on va remplacer à l'instant T, si par exemple j'ai plus de production, mettons solaire, et moins de production, mettons gaz ou nucléaire, je vais avoir moins d'alternateurs actifs sur mon réseau et plus de convertisseurs électroniques. Mon PV photovoltaïque, c'est du courant continu, il y a un convertisseur qui transforme ça en alternatif et qui injecte sur le réseau. Il n'y a rien qui tourne, j'ai pas d'inertie mécanique, j'ai que de l'électronique. Ça veut dire que j'ai moins d'énergie mécanique. Ça veut dire que si je continue à faire ça, si je mets beaucoup de moyens de production injectés via de l'électronique dans mon réseau, j'ai moins d'inertie et donc ma fréquence va varier plus vite. C'est illustré par la simulation à droite. En bleu, vous avez la situation avec inertie nominale. En rouge, vous avez une simulation européenne avec moins d'inertie. On passe de 150 gigawatts synchrone à 90 gigawatts synchrone. Vous voyez que la fréquence, à la fin, elle se stabilise. Hein. Très bien, mon réglage de fréquence a stabilisé la fréquence. C'est ce que j'attends du réglage. Mais il est passé par un point bas qui est beaucoup plus bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une excursion de fréquence. Et on peut descendre en dessous des seuils qu'on doit absolument respecter. Et donc ça pose un problème. Donc là, on a un changement qui est plus profond. On n'avait pas de question d'inertie avant. Ça, c'est nouveau d'avoir une question d'inertie. Deux solutions par rapport à ça. Deux types de solutions. La première voie, c'est d'installer des compensateurs synchrones. Ce thème barbare, ça veut dire quoi? En gros, c'est je garde un alternateur sans la turbine. Je garde un alternateur ou un moteur, enfin en gros une grosse dynamo, quoi, juste pour qu'elle soit couplée au réseau. Elle n'a pas de charge, c'est pas un moteur, elle n'a pas de production primaire, c'est pas une production, mais elle est juste couplée au réseau et elle va tourner. Elle est lourde, elle est massive, et donc elle va avoir cette propriété électromécanique d'apporter de l'inertie à mon système et donc d'apporter de l'inertie à la fréquence. Donc ça, c'est la solution un peu bourrine. Après, il y a une autre solution qui est de dire, mais finalement, le fait que la fréquence bouge plus vite, c'est peut-être pas si grave si mon réglage peut être plus rapide. Donc je peux augmenter la rapidité du réglage. Et donc là, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on observe déjà, et c'est pas un hasard si vous vous rappelez de la planche d'avant. En Irlande, en Angleterre, en Scandinavie, il y a des nouveaux réglages de fréquence rapides qui sont mis en place. Chez nous, pas encore, parce que dans la zone UCTE, on est plus gros, on a beaucoup plus d'inertie, on a le temps. Et donc, ils mettent en place du réglage plus rapide. Et là, le réglage plus rapide, il faut réagir plus vite, et donc on a moins de leviers
disponibles. Ça peut être typiquement de la demande flexible, très rapide, comme des électrochimistes, ou ça peut être par exemple des batteries. Les batteries électrochimiques peuvent faire ça sans problème. Je continue, je descends encore d'une couche, le synchronisme. Donc vous vous rappelez, comme les gars qui pédalent sur le vélo, il y a un couple synchrone qui fait que tous les alternateurs tournent ensemble et permettent de mutualiser la fréquence, l'inertie et toutes les couches qui sont au-dessus. Alors, même problème, quand je mets en place plus d'énergie renouvelable interfacée avec de l'électronique, j'ai moins d'alternateurs. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai moins de chefs d'orchestre et plus de suiveurs. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le convertisseur électronique de ma centrale photovoltaïque. Ce convertisseur électronique, cet onduleur, il mesure l'état du système électrique à ses bornes, sa fréquence, l'angle, etc., etc. Et il synthétise une onde électrique qui va se superposer à l'onde présente sur le réseau. Donc en fait, il est suiveur. Vous imaginez bien que si vous ne mettez que des suiveurs et très peu de chefs d'orchestre, on va avoir un problème. Ça devient en fait chaotique très rapidement. Autrement dit, on a des risques de rupture de synchronisme. C'est notre manière de le voir. C'est qu'il n'y a pas de couple synchrone entre deux centrales photovoltaïques qui sont raccordées au réseau, alors que j'ai bien un couple synchrone entre mes alternateurs. Par rapport à ça, deux solutions encore. Des compensateurs synchrones, même chose qu'avant. On va retrouver la même propriété électromécanique, enfin, on va retrouver la propriété électromécanique qui nous manque, puisque l'alternateur pouvait à la fois faire de l'inertie et faire du couple synchrone. Ou alors, on fait de la recherche sur quelque chose d'un peu plus léger, moins de matière, moins de pertes. C'est l'idée de créer, on va dire, des chefs d'orchestre digitaux. En fait, il s'agit de changer le contrôle-commande de l'électronique de puissance des énergies renouvelables pour qu'il n'ait plus un comportement suiveur, mais qu'ils aient une sorte de comportement chef d'orchestre qui revient à faire une sorte d'émulation des machines tournantes. Ce comportement-là est au stade de la R&D. On sait qu'il est possible, on a montré sa faisabilité, il n'est pas encore opérationnel. C'est vraiment un nouveau paradigme qui s'ouvre, c'est-à-dire que on est en train de révolutionner la couche basse, la fondation de tout l'équilibrage du système électrique, et on essaie de le faire d'une manière qui fait que c'est transparent pour les couches du dessus. Un peu comme si vous vouliez changer le système d'exploitation de votre ordinateur et que tous les programmes au-dessus continuent à fonctionner. Parce qu'on pourrait aussi créer des systèmes mode page blanche complètement différents, mais où la transition serait impossible. Donc là, on fait, c'est ce qu'on appelle de la recherche sur les convertisseurs grid forming. C'est le nouveau type de contrôle par rapport à grid following pour interfacer les batteries, des PV, etc. Et les Migrate et Osmose, c'est deux projets de recherche européens dans lesquels RTE est très actif et dans lesquels on travaille sur ces sujets-là. Un dernier mot sur l'équilibrage. Je vous ai donné des éléments qualitatifs. Si vous voulez du quantitatif, ça c'est quelques études publiées par RTE qui vont jusqu'à l'horizon 2035. En haut de la planche, vous avez sur le bilan prévisionnel le scénario Watt, dans lequel il y a 10% de nucléaire, 70% d'ENR. C'est ce scénario-là qui me permettait de vous dire que on n'avait pas encore de problème de flexibilité annuelle dans ce scénario. Parce qu'on l'a vraiment simulé. Sur des distributions d'aléas représentatifs vraiment de fonctionnement du système heure par heure. Et actuellement, on a une étude en cours qu'on appelle le bilan prévisionnel à horizon 2050. C'est un très très gros sujet, donc on publiera sans doute en 2021 là-dessus. Et là, vous en saurez plus sur qu'est-ce qui se passe si on va beaucoup plus loin dans des scénarios jusqu'à la neutralité carbone à horizon 2050. Je cite aussi dans ma présentation, vous aurez les planches, quelques sources qu'on publie, notamment Ecodomix, là dont j'ai parlé tout à l'heure, si jamais vous voulez en savoir plus. Prends quelques questions, Luc? Oui, alors il y a encore beaucoup de questions, je suis désolé, on ne va pas pouvoir toutes les traiter. Une question qui est beaucoup revenue sur la gouvernance à l'échelle européenne de toute cette interaction entre les systèmes, parce que comme le système est très connecté, qu'est-ce qui assure que les règles sont les mêmes dans les pays? Qu'est-ce qui assure la cohérence, par exemple, de la fréquence ou ce genre de...
Tout à fait. Plusieurs choses. On a déjà, il y a des codes de réseau, hein. C'est-à-dire que il y a un peu comme il y a un code de la route en France, on a des codes de réseau et ces codes de réseau sont européens. Pour assurer cette cohérence, on a aussi des entités de coordination opérationnelle, c'est-à-dire que les dispatchers nationaux gèrent chacun leur pays, et puis ils ont des centres de coordination qui les aident à détecter les problèmes aux interfaces et aussi à détecter les leviers aux interfaces. C'est-à-dire qu'un problème en France peut être résolu par une action en Allemagne ou réciproquement. Parce qu'effectivement, toute action dans un pays peut modifier instantanément les flux dans un autre. Parce que vous vous rappelez bien, répartition instantanée des flux en fonction des injections des soutirages. Donc c'est une très bonne question, mais il y a toute une organisation effectivement de la coordination européenne pour que tout ça fonctionne bien ensemble. Merci. Et puis, une deuxième question qu'on va prendre, et ce sera tout après. Est-ce que, pour moduler la consommation, on pourrait imaginer un système de tarifs très variable de l'électricité pour inciter le consommateur à consommer aux heures où il y a le plus de production? Yes, super question aussi. Effectivement, plus on va aller vers des mix avec beaucoup d'énergie renouvelable, plus on aura besoin de flexibilité et plus on a envie d'exploiter la flexibilité de la demande. Donc tout à fait, c'est hyper important. Ce qu'on voit, nous, c'est que il y a un peu une logique de 80-20, si vous voulez. Souvent, en faisant 20% de l'effort, on obtient 80% du résultat. En fait, par des moyens de pilotage simples de la demande, on peut déjà faire beaucoup. On est sur la bonne planche, là. Si vous prenez l'étude du milieu, là, sur l'électromobilité, le premier bullet point, le pilotage massif simple de la recharge des véhicules électriques. Pilotage simple, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Du pilotage tarifaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du pilotage heure pleine, heure creuse. Du pilotage du type heure pleine, heure creuse. Peut-être avec plus de plages que juste jour-nuit, peut-être une plage la nuit, une plage en milieu de journée, des plages qu'il faudra adapter, hein, au mix. Il faut pouvoir les changer, c'est pas forcément les créneaux horaires actuels. Rien qu'avec ça, un pilotage par créneau horaire, et c'est hyper simple après, hein, nos ballons d'eau chaude, c'est transparent, on n'y pense même plus. Avec ça, on a déjà des gains très très importants, là de l'ordre du milliard d'euros par an, hein, en économie de besoin de flexibilité. Quand on va faire des choses plus sophistiquées, plus temps réel, on peut gagner un peu plus. Mais il va falloir faire la balance avec les coûts que ça représente de mettre en place des moyens de pilotage plus sophistiqués, des coûts de coordination, d'informatique, de base de données, de télécom, et aussi une question de résilience, parce que plus on augmente la complexité, et plus on peut introduire des fragilités. Merci beaucoup de la réponse. Je pense qu'on va Ok. s'arrêter là pour cette phase de Super. questions. Bon, là, on a fait un tour en très peu de temps dans l'équilibrage du système électrique, dans la gestion des flux du système électrique, où on est allé vraiment, enfin, je sais pas si vous mesurez peut-être pas ça, mais on a fait un tour très profond et très complet de ce qui structure énormément de métiers et chez les autres électriciens. On va prendre un peu de recul. Donc c'était notre transition, on a regardé un peu la transition électrique, finalement c'était des questions techniques, hein. La conclusion, avant de passer à la suite, c'est quoi? C'est que on a beaucoup d'innovations finalement techniques pour s'adapter au fait qu'il y a plus de variabilité, plus d'imprévisibilité sur les flux, sur l'équilibrage. On a quand même encore ce point d'attention sur l'équilibrage annuel. Donc il y a un certain nombre de choses, réglage de fréquence, équilibrage prévisionnel, on est dans l'adaptation. Et puis vous avez senti qu'on a quand même d'autres dimensions, d'autres questions qui sont plus profondes. On est dans on va vers un nouveau paradigme de la stabilité du système électrique. On a montré que ce paradigme était possible. On en est à ce niveau-là, on va dire, dans la maturité de la recherche. Maintenant, dans ce nouveau paradigme, on a encore tout à réinventer. Les méthodes, les modèles, les pratiques de la stabilité du système électrique sont en révision profonde. Donc voilà, ça c'est pour les questions techniques. Rapidement, on va regarder un petit peu, si on prend un petit peu de recul et qu'on se pose la question de la finalité qui est la neutralité carbone,
on va voir qu'on n'a pas seulement des questions techniques à regarder. Rapidement, un graphique que j'ai copié de l'association Negawatt, parce que je trouve très parlant, sur le bilan énergétique français. Donc là, je suis plus sur l'électricité seulement, je suis sur l'énergie. Donc à gauche, vous voyez la part de l'énergie qui vient du fossile. D'accord ? À droite, si vous partez des usages chaleur et des usages mobilité de l'énergie, vous voyez qu'on a un gros problème. C'est-à-dire que ces usages-là sont très majoritairement sourcés par des énergies fossiles. Donc en fait, on a aller vers la neutralité carbone du système énergétique, c'est loin d'être marginal, c'est une restructuration complète de ce schéma. Il faut se poser la question des leviers qu'on a à notre disposition pour faire ça. Et les leviers ne sont pas seulement à voir du côté de la production. Il ne s'agit pas simplement de remplacer de la production carbonée par de la production non carbonée. Ça ne suffira pas, on va avoir besoin de jouer sur tous les leviers. Je trouve que cette équation-là, qui est plus une identité d'ailleurs qu'une équation, qu'on appelle l'identité de Kaya, elle aide à réfléchir. Donc on peut schématiser comme ça en se disant que les émissions de gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est un certain nombre de personnes multiplié par une consommation par personne, multiplié par une énergie nécessaire par unité de consommation, et multiplié par des émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie. Donc évidemment, on peut travailler à produire de l'énergie décarbonée. C'est bien, on travaille sur les émissions des gaz à effet de serre par unité d'énergie. Donc le décarboné, ça va être le nucléaire, l'hydraulique, le solaire, l'éolien, la biomasse. On peut travailler sur l'énergie par unité de consommation. Donc là, ça va être l'efficacité énergétique. Donc, par exemple, pour la chaleur, ça va être l'isolation des bâtiments, le rendement des chaudières, la récupération de chaleur. Pour la mobilité, ça va être le rendement des moteurs thermiques. Ça va être l'électrification des transports, le passage aux véhicules électriques. On peut le voir globalement en fonction, si je prends le point de vue du service rendu, comme une amélioration du rendement. Mais on peut aussi jouer sur les consommations par personne, se questionner sur les modes de vie, et donc ouvrir la question de la sobriété. Donc là, c'est quoi? C'est les leviers. Sur les bâtiments, ça va être la taille des logements. Ça va être le réglage du thermostat. Ça va être, est-ce qu'il est bien utile de chauffer les terrasses des cafés à Paris? Sur les transports, ça va être évidemment se questionner déjà sur les modes de transport qu'on utilise. Marche, vélo, transport collectif versus transport individuel. Ça peut être se questionner sur les distances domicile-travail. Et là, du coup, on touche à l'aménagement du territoire. Donc, ça se change pas instantanément. Évidemment, il y a tout ce qui est tourisme, notamment l'avion. La démographie, évidemment, c'est un levier qui pose d'énormes questions éthiques et qui, en plus, a une inertie très grande. Je lisais dans un article il n'y a pas longtemps, si on passait là tout de suite à 0 enfant par couple, en France, à l'horizon 2050, je crois qu'on réduit les émissions de seulement 36% de CO2. Donc c'est une mesure incroyable pour un effet qui n'est pas si important que ça. On peut se questionner aussi sur les échelles de temps. Là, c'est des hypothèses que je fais. J'ai pas d'études quantitatives sous la main, mais en raisonnant sur le fait qu'on a besoin de faire ou pas des changements, des ruptures technologiques, enfin, quels sont les sous-jacents de ces changements, il faut bien, je pense, avoir en tête que aller vers l'énergie décarbonée, faire beaucoup d'efficacité énergétique, il faut des progrès technologiques, et surtout, il faut renouveler le parc. Tout le monde ne va pas changer sa chaudière demain. Donc, tout le monde ne va pas changer son véhicule demain. Donc, les constantes de temps sont assez longues. J'ai envie de dire, impact significatif à partir de 10-20 ans. Démographie, c'est plus que 20 ans. Et par contre, en revanche, sur la sobriété, dans la liste des exemples que j'ai fait, des choses qu'on ne change pas instantanément. Hein. La taille des logements, c'est sûr. La distance domicile-travail, c'est sûr aussi. Donc, il ne faut pas étrangler les gens avec une taxe carbone alors qu'ils ne peuvent pas changer leur distance domicile-travail, ou en tout cas sans les aider par des mesures sociales qui compenseraient cet étranglement-là. On l'a bien vu. Mais il y a des choses qu'on peut changer rapidement. Je pense que si on taxait le kérosène
qu'on ne taxe pas aujourd'hui, on aurait un effet immédiat sur le transport aérien. Évidemment, ça ne peut pas se faire instantanément, il faut tenir compte des reconversions et des transformations des filières industrielles. Mais n'empêche qu'on a ici un levier qui peut avoir un impact important à court terme et dont je trouve on ne parle pas assez. C'est pour ça que j'insiste un petit peu. Sur ce point-là, avant de passer à la planche suivante, vous êtes peut-être déjà familier avec ça, mais il faut absolument penser en cycle de vie. Pas seulement les émissions d'effet de serre à l'usage, mais c'est sur le cycle de vie complet des objets qu'il faut raisonner, notamment un moteur électrique. Une voiture électrique, c'est pas zéro émission, hein. Il faut fabriquer les batteries, il faut fabriquer la bagnole, il faut la recycler, etc. Alors, une fois qu'on a un peu ça en tête, nous concrètement, quelles questions ça nous pose dans nos études R&D? En fait, ça nous oblige à ne plus regarder que le système électrique seul. Pourquoi? Parce que si par exemple je me pose la question, ok, il va y avoir un gros souci sur les transports, il va falloir électrifier les transports, peut-être les électrifier, peut-être faire avec autre chose, notamment des carburants issus de biomasse. Si je me pose la question, mais de combien on va électrifier les transports? Quelle consommation supplémentaire on va avoir dans le système électrique qu'il va falloir affronter? Cette question-là, qui est une question de R&D qui n'est pas évidente, en fait, c'est la même question que la question complémentaire, qui est quelle est la part des transports qu'on peut alimenter par autre chose que l'électricité? Ah oui, d'accord, on peut faire des choses avec la biomasse, surtout pas les biocarburants de première génération, hein, mais plutôt les autres générations. Mais ok, mais est-ce qu'il va y avoir assez de biomasse? Parce qu'en même temps, on compte sur la biomasse pour préserver la biodiversité, pour l'alimentation, et peut-être pour des usages énergétiques autres de la biomasse, et peut-être même pour des usages matières de la biomasse. Quand je vais vouloir remplacer les usages matières du pétrole pour fabriquer des plastiques avec des sources de carbone non fossiles, le plastique est d'origine fossile aujourd'hui, hein, le carbone de la biomasse va m'intéresser sacrément. Donc en fait, finalement, la concurrence d'usage sur la biomasse, vous voyez que cette question-là, elle est complètement connectée à la consommation d'électricité que je vais avoir demain sur mon système électrique. Et donc, elle est connectée à mon besoin aussi de réseau électrique demain. Et donc, j'ai une question qui devient complètement couplée. Et ça nous oblige à poser la restructuration du système énergétique comme une question dans son ensemble. C'est ce qu'illustre cette planche. Et puis, du coup, il y a plein de sous-questions là-dedans. Les coûts, les performances et l'acceptabilité des différents modes de production. Idem pour les technologies de conversion, de transport et de stockage. Du côté des usages, sur la mobilité et la chaleur, mais comment vont évoluer les besoins? À quel point on peut ou pas faire de la sobriété là-dedans? Quelles sont les modalités de transport? Quelles sont les technologies et les sources énergétiques? Et donc, on voit bien que là-dedans, d'ailleurs, on n'a pas qu'une question technique, hein, ni même seulement une question technico-économique, on a bien sûr aussi une question sociale. Quel mode de vie on veut? Voilà, il faut qu'on soit capable d'intégrer tout ça pour développer des visions à long terme du système énergétique. Voilà, c'est ce que je viens de dire. On a besoin d'études du système énergétique avec une vision de long terme pour construire une vision de long terme. Je prends une ou deux questions à nouveau avant la troisième partie. Bien, allons-y. Il y a une question qui arrive sur le graphique de Négawatt. Il y avait une grosse part de la production du nucléaire qui partait en perte et autoconsommation. Et donc ça a intrigué un participant. Yes, en fait, Négawatt compte les pertes de chaleur. Si on les compte pas, mais voilà, ils ont compté. C'est ça qui est représenté par ce grand flux gris. Tout le refroidissement de la centrale, c'est de la chaleur qui est perdue. Donc c'est intéressant de le compter parce qu'en fait, du coup, ça ouvre des questions. Dans la R&D technologique, on a de la recherche, pas chez nous, chez RTE, hein, mais notamment ailleurs, hein, notamment au CEA, sur du transport de chaleur à longue distance. Et donc, pourvu qu'on puisse arriver à faire ça, qu'on soit pas trop loin quand même de zones urbaines qui auraient des réseaux de chaleur, on peut imaginer que cette énergie ne soit pas perdue. Voilà. Ou en partie récupérée, disons. D'accord, merci. Et puis on va prendre une deuxième question
alors, peut-être un peu plus général, mais sur quelle serait la limite de l'électrification massive du mix français en 2050? Est-ce que c'est une question un peu complète, mais sur la planche que tu montrais juste avant, tu disais qu'il fallait voir une énergie multisourcée. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'électrique? Ben, je vais réserver ma réponse à la publication du bilan prévisionnel à horizon 2050 que je vous ai promis pour 2021. Non, disons vous voyez bien un ordre de grandeur. Le système électrique, là, au milieu de ce graphique négawatt, c'est 550 TWh qui passent par notre système électrique aujourd'hui. 550 TWh, d'accord? Si vous prenez les usages finaux de l'énergie aujourd'hui en France, c'est 1800 TWh. Brutalement, comme ça, tout électrifié, ok, multiplié par plus de 3. Bon, c'est plus compliqué que ça parce que notamment dans la mobilité, le rendement des moteurs thermiques est catastrophique alors que le rendement des moteurs électriques est excellent. Donc ça ne serait pas une multiplication par 3, ça serait moins que ça. Mais n'empêche qu'on sent qu'on est sur un changement gigantesque. Je ne suis pas sûr que si on multiplie par 2 les lignes, les centrales, etc., tout le monde soit content. Donc a priori, il vaut mieux ne pas faire l'hypothèse que tout électrifié suffit. Il vaut mieux regarder l'ensemble des leviers et essayer de trouver une trajectoire qui optimise parmi tout ça. Donc il y a un cadrage gouvernemental qui a été fait par la Stratégie nationale bas carbone, la SNBC, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Et notre BP 2050, notre bilan prévisionnel 2050, va chercher justement à instancier ce cadrage SNBC en scénarios plus précis sur lesquels on va regarder est-ce qu'on sait équilibrer le système électrique, etc. En faisant des déclinaisons plus précises aussi d'hypothèses sur la demande. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de sobriété et en prenant en compte ces interfaces avec les autres vecteurs énergétiques pour tenter de répondre à cette grande question. C'est une grande question. Merci beaucoup de la réponse. Super. Alors, poum poum poum. Voilà, on a parlé d'une transition électrique plutôt technique, faire fonctionner le système avec beaucoup de NR. On s'est posé rapidement, très très rapidement, je suis désolé, les questions de la neutralité carbone et qu'est-ce que ça soulève. Pour moi, il y a cette partie-là qui est super importante, qui est la question de se dire est-ce que la dimension carbone suffit à dessiner les contours d'une société durable? Alors ici, en fait, je vais vous présenter, vous restituer une réflexion qu'on a en ce moment à la recherche d'RTE. Dans cet exercice stratégique dont je vous ai parlé en tout début de réunion, on cherche à anticiper les enjeux de société à long terme de manière très large pour faire les bons choix de R&D pour la décennie à venir. C'est-à-dire on cherche à anticiper les enjeux qui auront de la valeur demain. Donc évidemment, si je vous pose la question comme ça, quels sont les enjeux de société à long terme, et qu'on essaierait, il ne faut pas essayer de dessiner un paysage futuriste, par exemple dire c'est quoi le paysage en 2050. Si on veut faire ça, on ne va pas y arriver. Donc à défaut de prévoir le paysage, néanmoins, on peut faire quelque chose qui est ce que j'appelle identifier les forces telluriques. C'est quoi les grands déterminants qu'on peut déjà observer aujourd'hui et qui a priori sont des forces structurantes, quoi, qui a priori devraient structurer le paysage futur, même si je ne sais pas le décrire précisément. Donc on a fait cet exercice de prospective en essayant de partir d'observations qui font consensus scientifique et en privilégiant les fondamentaux. Quand je parle des fondamentaux, c'est de regarder plutôt la physique que l'économie ou la régulation. On veut raisonner à très long terme, l'économie et la régulation ont le temps de changer, la physique ne changera pas. On a identifié 4 tendances qui nous paraissent déterminantes pour réfléchir à long terme. D'abord, l'extraction massive et accélérée des ressources. Ces chiffres-là sont vertigineux, c'est difficile de se les représenter, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est les tendances. Par exemple, si je prends le sable, 50 milliards de tonnes de sable par an, sable dont on a besoin pour le béton, donc pour toutes nos infrastructures, en gros. Le sable, on est déjà aujourd'hui au stade où on a des trafics mafieux sur le sable.
parce que c'est une ressource qui est déjà en tension. Mafieux et violent d'ailleurs. Et ben, la tendance c'est x3 sur les 20 dernières années. Okay, donc imaginons si on continue cette tendance. Changement climatique, ça vous connaissez très bien. J'aime bien rappeler quand même ce chiffre. Au rythme des émissions actuelles, on n'a plus que 8 ans de budget carbone pour rester sous la barre des 1,5 degré. Ça veut dire si on continue au rythme des émissions actuelles, dans 8 ans, il faudrait fermer tous les robinets d'un coup. Voilà. Effondrement de la biodiversité. C'est déjà en cours. On a notamment ce chiffre-là, moins 75% d'insectes volants en Europe en 30 ans. On a les 3/4 du milieu terrestre qui sont sévèrement altérés, c'est-à-dire que les fonctions écosystémiques sont altérées. Donc ça, c'est 3 dimensions très physiques. J'en rajoute une troisième qui est une dimension sociale. Une quatrième, pardon. L'aggravation des inégalités. Ici, un chiffre, là je renvoie notamment à ce que fait Oxfam. Les publications d'Oxfam sont très très intéressantes sur cette dimension-là. Pourquoi on rajoute les inégalités? Parce que ici, c'est la cohésion sociale qui est en jeu. Donc vous avez la cohésion sociale, vous avez les ressources, le climat et la biodiversité dont nous dépendons, dont notre économie, nos modes de vie dépendent. Eh bien, on a 4 piliers finalement dont dépendent nos modes de vie, de production, de consommation, nos sociétés. Ces tendances-là ont des impacts majeurs sur ces 4, sur des piliers de nos sociétés. Donc, évidemment, ces tendances-là sont structurantes pour le futur. Ça veut dire que les enjeux de société seront majeurs, seront, de tenter d'enrayer ces tendances, et 2, de construire la résilience face aux crises qui sont plus probables, étant donné que ces tendances sont là. Donc c'est le 5e point sur mon graphique, les nouveaux risques de crise. Donc si on n'arrive pas à rester sous la barre des 1,5 degré, le GIEC établit un certain nombre de conséquences sur l'insécurité alimentaire, notamment. C'est très documenté. Vous pouvez lire ça dans les publications du GIEC. Insécurité alimentaire massive en Afrique ou en Asie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des migrations massives. Migration massive, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Vu notre capacité à accueillir aujourd'hui, comme on peut le voir par exemple avec la Syrie. Donc ici, ça veut dire des déstabilisations, potentiellement des risques de déstabilisation géopolitiques et diverses de tous ordres. Et ces planches-là ont été écrites il y a déjà plusieurs mois, mais le coronavirus est déjà une illustration. Il y a plusieurs papiers qui établissent un lien fort entre notre rapport à la biodiversité, aux vivants, et la probabilité d'avoir des émergences de pandémies. Donc on a bien ce phénomène-là qui est qu'en dégradant les fondamentaux dont nous dépendons, climat, biodiversité, machin, eh bien on crée des risques de déstabilisation. Donc on a ces 5 tendances qu'on considère déterminantes pour le futur, et partant de là, nous, qu'est-ce qu'on en fait? Alors je passe cette planche qui vous donnera de la biblio sur le sujet. On a décidé de ne pas foncer dans la définition de notre programme, notre nouveau programme de R&D. On a décidé de se dire, d'avoir un raisonnement un peu plus méta, et de se dire, ok, on va d'abord se donner une grille multicritères d'enjeux stratégiques qui devront nous servir à faire nos choix de R&D. L'idée, c'est de dire, si on veut prendre... On ne sait pas exactement comment ces tendances et ces enjeux de société à long terme vont se manifester, mais on pense que si on travaille sur ces enjeux stratégiques-là, on sera mieux positionné parce que ces enjeux vont s'imposer d'une manière ou d'une autre, même si on ne sait pas bien comment on avance. Alors du coup, ces enjeux-là, c'est quoi? C'est évidemment la performance technico-économique, ça c'est notre enjeu un peu historique. Cœur de métier, je cherche à avoir le fonctionnement du système électrique à la meilleure qualité et au moindre coût pour la collectivité. C'est dans nos gènes à RTE. Mais on dit que ça ne suffit pas. On dit que pour chaque choix de projet, on se posera aussi la question de la solidarité. Donc on retrouve là la cohésion sociale. On se posera la question de est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur le climat, la biodiversité, donc ça va être la dimension écologique. On se posera systématiquement la question de la sobriété. Est-ce que mon projet tend à augmenter ou à diminuer mon impact en termes de ressources naturelles,
de besoins en matière, de besoins en énergie. Est-ce qu'on peut chasser le gaspillage, etc. Et enfin, on se posera la question de la contribution à la résilience. Est-ce que mon projet améliore ou dégrade la robustesse et la capacité de reconstitution du service de l'électricité face aux perturbations auxquelles on est exposé avec cette multiplication des risques de crise. Donc la résilience, on est bien sur les extrêmes queues de distribution, on va dire, alors que la performance technico-économique, on va plutôt être sur le reste de la distribution. Et en fait, ça permet de mettre en avant des choix, ça permet de faire le tri entre des solutions qui créent des tensions. Par exemple, j'ai certaines solutions qui vont optimiser la performance mais dégrader la résilience. Et j'en ai d'autres qui vont plutôt être synergiques, c'est-à-dire qui vont plutôt bien se comporter sur une partie des indicateurs. Ben, plus les solutions vont être synergiques, plus on pense qu'elles seront robustes à nos aléas de long terme. Et du coup, là, dans les réflexions qu'on a en ce moment, on a un florilège de sujets qui sortent, qui sont envisagés. Je ne vais pas vous les citer un par un, mais si vous les lisez, vous remarquerez que, par exemple, vous allez trouver les termes comme recyclable. Parce que je ne peux pas faire un réseau complètement recyclable. Peut-être que ça coûtera plus cher, je vais peut-être dégrader un peu la performance technico-économique, mais je vais gagner sur la sobriété et aussi sûrement sur la biodiversité. Est-ce que je peux faire des corridors de biodiversité sous les lignes pour favoriser l'adaptation des espèces au réchauffement climatique? Est-ce que je peux faire beaucoup plus d'ACV? Est-ce que je peux faire plus de sociologie, enfin, pour comprendre le potentiel et les limites de la sobriété, etc., etc. J'en dis pas plus là-dessus. J'arrive à ma conclusion, qui est de dire que finalement, cette dernière question, c'est quoi? Elle va paraître très méta, mais je pense que c'est nécessaire de l'avoir à l'esprit maintenant en permanence. On doit chercher à tendre vers un système énergétique qui contribue à préserver et régénérer, pas seulement préserver, mais régénérer, les conditions fondamentales d'une société durable. Et on pense que pour faire ça, il faut avoir à l'œil, pas seulement la performance technico-économique, mais aussi solidarité, écologie, sobriété et résilience. Voilà, j'ai fait mon tour. Un peu pas de charge à la fin, je suis désolé, on arrive à l'heure. Alexandrine, est-ce que tu as collecté des questions qui te paraissent appropriées qu'on avait réservées pour la fin de la présentation? Alors oui, on a quelques questions, enfin, on a beaucoup de questions, mais du coup j'ai dû faire une sélection. Ouais. Donc il y en a une, comme on a beaucoup parlé de l'échelle européenne et de la transition, la question c'est est-ce que le fait qu'on travaille à l'échelle européenne au niveau du réseau, est-ce que ça a plutôt tendance à ralentir le développement des énergies renouvelables, donc en termes techniques et aussi en termes géopolitiques? Je sais pas. Honnêtement, c'est une question que je trouve hyper intéressante, mais je saurais pas vous le dire. Alors attendez, si quand même. Je sais pas vous répondre en termes de coordination politique, par exemple. Par contre, en termes techniques, vous avez vu dans ce que j'ai présenté, que en Irlande, en Grande-Bretagne, en Scandinavie, on a déjà des questions de réglage de fréquences plus rapides pour arriver à faire fonctionner le système avec plus d'énergie renouvelable. On n'a pas ce problème-là sur le continent européen. Donc le fait d'avoir ce système très grand nous donne beaucoup plus de temps pour réagir, parce qu'on a toute cette inertie qui est mutualisée et qui fait que les taux d'énergie renouvelable actuels ne nous posent pas encore de problème. Donc finalement, d'un côté de la balance, on a une coordination régulatoire, technique, voire politique entre les pays qui est plus complexe, mais en même temps, on a plus de temps pour la faire, parce que techniquement, on a un système qui est beaucoup plus inertiel. Quelle est la balance entre les deux? Je ne saurais pas répondre. Merci beaucoup. On a eu une question également donc, portant sur l'actualité avec le confinement. Donc deux questions là-dessus. La première, c'est en quoi est-ce que du coup la probable réduction de consommation d'électricité pendant le confinement a joué sur tout ce qui est prévision et équilibrage
du réseau? Et également, quels sont les premiers apprentissages qu'on a pu tirer de ce confinement sur la part des énergies renouvelables qu'on peut utiliser et sur le fait qu'on a pu moins consommer pendant le confinement? Ok. Alors malheureusement, je suis pas assez connecté avec l'exploitation pour avoir déjà des retours de première main sur comment s'est passé le dispatch dans cette période-là. Est-ce qu'on avait des biais systématiques dans nos prévisions de conso qui ont posé des difficultés ou pas? C'est une question très pertinente. Malheureusement, j'ai pas encore ce feedback-là aujourd'hui. Il va falloir faire le REX, ce sera très intéressant. Tout ce que je peux dire, vous le savez déjà. On n'a pas observé de perturbation du système. Il n'y a pas eu de défaillance plus souvent que d'habitude. Donc ça s'est bien passé. Est-ce que ça a été tendu ou pas? Je ne sais pas vous le dire. Maintenant, est-ce que la deuxième question, c'était... Ah oui, est-ce que ça nous donne des enseignements sur les taux de pénétration? Alors, je suis pas certain pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il existe des systèmes beaucoup plus petits que le nôtre, sur lesquels on voit déjà des phénomènes avant que ça arrive chez nous. Il existe aussi des périodes de l'année où il y a beaucoup plus de renouvelables en proportion que maintenant, notamment dans des périodes de vent en été, notamment le week-end dans des périodes de vent en été, par exemple. Et à mon avis, je suis pas sûr qu'on ait eu des situations de proportion d'énergie renouvelable qui soient extraordinaires au point de surpasser des situations qu'on a déjà connues comme ça à un certain moment de l'année. Mais ça serait à vérifier quantitativement, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous dire. C'est une intuition, voilà. D'accord, merci beaucoup. On a aussi une question qui est revenue plusieurs fois sur les énergies fatales et notamment sur une différence de tarification qu'il pourrait y avoir au niveau des producteurs entre, électricité pilotable et électricité fatale. Donc, est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir plusieurs tarifs d'achat? Pour rémunérer la flexibilité, c'est ça que j'entends. Est-ce que la flexibilité est valorisée? Oui, c'est ça. Elle l'est déjà, c'est-à-dire qu'elle est déjà énormément, de plein de manières. Si vous reprenez mentalement les 4 couches de l'équilibrage que j'ai proposé, dans l'équilibrage prévisionnel, quand on fait les offres de demande d'énergie à l'avance, vous avez des prix de marché qui vont être cotés, par exemple, heure par heure. Et donc, un moyen flexible qui saura placer sa production aux moments les plus intéressants et peut-être s'arrêter à des moments moins intéressants, va valoriser sa flexibilité. Donc, notamment, un réservoir hydraulique, c'est piloté comme ça aujourd'hui, hein. On va vraiment gérer, faire des arbitrages entre les moments où les prix de l'électricité sont élevés, les moments où ils sont faibles, et ces différentiels de prix rémunèrent déjà la flexibilité. Ensuite, je descends à l'étage du dessous, les réserves. On a dit qu'on avait besoin de réserver certaines capacités flexibles sur des centrales, qui du coup ne peuvent pas être vendues dans des contrats à l'avance sous forme de vente d'énergie, parce qu'il faut garder cette flex pour le dernier moment. Ces réserves sont rémunérées. Il y a des appels d'offres, des enchères de réserves, et on rémunère les gens en fonction des résultats de ces appels d'offres. Et enfin, si on essaie d'aller, donc là on pense plutôt côté producteur, sur ceux qui participent à ces marchés. On a des offres aussi qui finalement touchent les particuliers, c'est-à-dire que un particulier qui va avoir un tarif heure pleine, heure creuse, et qui va accepter que son ballon d'eau chaude soit piloté sur un signal heure pleine, heure creuse, il va faire des économies et sa flexibilité est déjà rémunérée. Et avec notamment Linky, on va avoir une possibilité de définir plus de plages tarifaires. On va permettre plus d'inventivité pour les fournisseurs à définir des plages tarifaires type heure pleine, heure creuse, mais un peu plus sophistiquées, et puis peut-être plus adaptées, plus ciblées. Et donc ça va à nouveau rémunérer les gens qui, par exemple, je sais pas, ceux qui asserviront la recharge de leur véhicule électrique sur ces signaux tarifaires-là seront rémunérés comme ça. Alors après, on peut imaginer des rémunérations plus sophistiquées, plus temps réel, mais comme je disais au début,
enfin, comme je disais plutôt au milieu de la présentation, les gains supplémentaires par rapport à un pilotage simple, ces pilotages sophistiqués vont apporter des gains supplémentaires, mais qui seront peut-être à mettre en balance de la complexité technique et des coûts techniques pour les mettre en œuvre, et puis aussi à mettre en balance de ce que les gens sont prêts à accepter comme investissement individuel, quoi, dans la gestion de leur consommation. On peut imaginer que plus c'est automatisé, plus ça a des chances de bien marcher. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je demande aux participants de rester encore une petite minute. Donc, merci David pour ton exposé. Personnellement, j'ai appris énormément de choses et c'était vraiment très très bien. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que les participants aussi. Il y aura si je demande aux participants de rester, c'est juste pour vous annoncer que du coup les conférences Coriolis organisées entre E4C et le DDX vont se poursuivre aussi pendant le confinement et donc on vous informera, on vous en informera.